Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD, ce lecture de sciences humaines et sociales. On est toujours sur le livre de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. On est encore relativement au début, ça se voit, parce que mine de rien, voilà, on a lu que ça, que la petite partie qui est là. On est page 60, on s'est arrêté à un changement de partie. On est en train donc toujours de faire un petit retour sur les évolutions de société qui ont lieu notamment dans les années globalement 70, grosso merdo, où en fait on voit un changement de politique, un accent très mis en avant sur les visions néolibérales et pas mal de violences qui se mettent en place systématiquement, qui se mettent en place de contrôle, qui se mettent en place de voir et de percevoir le futur et le futur nécessaire pour une certaine élite envers et contre tout. C'est assez doumant, on va pas se mentir, de voir tous ces éléments-là, de voir tous les éléments de discours, beaucoup d'appels à des choses qui sont vraiment très, très violentes et notamment parfois très clairement violentes, dans le sens où on avait notamment une parole rapportée par un des patrons qui disait que pour lui il fallait casser les syndicalistes, mais au sens littéral, quoi. Il fallait faire des choses absolument non éthiques et que c'était une nécessité absolue. Donc vraiment c'est un peu le doom. Mais en même temps, c'est intéressant de voir comment est-ce que le monde actuel s'est mis en place, tout simplement, de voir comment est-ce qu'aujourd'hui notre manière de faire société, on va dire largement au sein de nos civilisations, de nos différentes civilisations européennes notamment, et qui malheureusement forcent les autres civilisations du monde à avancer dans le même sens, se sont construites par le travail de certains politiques, de certains cadres, de certains patrons, et en vrai une grande majorité malheureusement, et qui continuent encore aujourd'hui à tracer exactement le même chemin que ceux de ces prémices. Bref, on est reparti, joie, bonne humeur. Je vais désactiver la 4cam, ceci dit, parce que je vois que le chat s'est cassé, une fois n'est pas coutume, donc vous n'aurez pas besoin de ceci. Voilà. Et puis go. Une autre découverte importante avait eu lieu en parallèle. En 1959, l'économiste managérialiste et père jésuite Paul Arbrecht a attiré l'attention sur un nouveau phénomène économique aux implications majeures. Les gestionnaires des fonds de pension, remarquait-il, se sont mis à investir massivement dans les actions, au point de prendre le contrôle des sociétés les plus influentes d'Amérique, et ceci à un rythme relativement rapide. Qu'en sera-t-il, demande-t-il, d'ici 1 ou 2 décennies ? Si le socialisme, écrivait 10 ans plus tard Peter Drucker, se définit comme la propriété des moyens de production par les travailleurs, alors les États-Unis sont le premier pays véritablement socialiste. Bon, voilà, on va pas se mentir que, encore une fois, on est en train de lire des droitos. Grégoire Chamaillou, là, il est vraiment sur un passage où il reprend les pensées des penseurs néolibéraux, donc globalement des gros droitos. Donc là, vraiment, on est sur un certain niveau de vision du monde. C'est assez phénoménal. C'est assez phénoménal. Eux, ils ont vraiment une vision qui est, on va dire, gentiment biaisée. Voilà. On va rester sur des termes pas encore trop agressifs. Mais ouais, c'est chaud. Alors, Peter Drucker dit ça parce que justement, ce sont des fonds de pension. Et les fonds de pension, ce sont donc des actionnaires, donc des gens du commun. Donc c'est dans ce sens-là où lui, pour Peter Drucker, du coup, c'est le pays par excellence qui est du coup socialiste, parce que la majorité des grosses structures appartiennent à des fonds de pension. Les fonds de pension étant du coup la plupart du temps, tout un tas de personnes diverses et variées. Par exemple, on a pas mal de fonds de pension qui sont des professeurs, des fonds de pension qui sont des travailleurs de telle ou telle branche, qui se réunissent en un fonds de pension, etc. Du coup, dans sa vision des choses, puisque le socialisme, c'est que les entreprises, les moyens de production appartiennent aux travailleurs, puisque ce sont les travailleurs qui constituent notamment les fonds de pension, alors, puisque les fonds de pension possèdent
les actions donc possèdent les propriétés des entreprises, alors les entreprises appartiennent au peuple. Et donc voilà, c'est le socialisme, bravo. Bon, c'est encore une fois, c'est une vision du monde qui est éclatée parce que ça oublie les rapports de force. Con, hein, mais c'est un truc basique. Je vous ai dit, fonds de pension par exemple, qui sont des professeurs. Le fait est que dans notre société, et notamment aux États-Unis, les professeurs sont pas forcément la classe de population la moins bien lotie. C'est pas forcément la meilleure lotie, très clairement. Hein. Encore une fois, il n'y a pas d'un côté les bourgeois qui sont tous un même bloc unique, etc. Et de l'autre côté, les prolos qui sont tous un même bloc unique. Hein. Il y a plein de strates différentes, il y a plein de réalités différentes. Mais au sein de nos sociétés, il se trouve que, en l'occurrence, la classe de population qui se trouve être les professeurs, par exemple, ne sont pas la classe la plus à plaindre, ne sont pas la classe la plus en bas. Il y a un capital social déjà qui en fait plutôt des classes bourgeoises, et il y a des revenus qui, de fait, statistiquement, sont plutôt élevés par rapport au reste de la société, etc. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément la chose la plus suffisante. Encore une fois, l'écart est tellement éclaté dans nos sociétés que quand on a des gens comme un Bernard Arnault qui gagnent l'équivalent de SMIC plusieurs fois par seconde, bon, il y a un moment où, oui, forcément, le truc est complètement éclaté au sol, quoi. Nous, on a beaucoup de gens qui, malheureusement, vivent avec des sommes qui sont plus ou moins élevées et qui sont pas suffisantes dans nos sociétés à cause des prix qu'il y a à différents niveaux, ne serait-ce que pour les soins, etc., qui font que c'est pas très viable. En tout cas, c'est très galère. Évidemment, avec certaines personnes qui galèrent 10 fois plus, hein, mais c'est vrai que, bon, dans tous les cas, on est sur des classes de population qui, en l'occurrence, sont quand même des classes de population qui peuvent se permettre de participer à des fonds de pension. Toutes les classes de population ne peuvent pas. Et ça, c'est un truc qui est complètement oublié et évacué par notamment Peter Drucker, du coup, qui oublie ça. Voilà. Les rapports de force, encore une fois, c'est une chose que souvent, très souvent, les droitos oublient. Pour les droitos, en fait, comme souvent, ils vont mettre en avant le fait que c'est la liberté. Si tu veux, tu peux. Ils mettent de côté en fait les aspects de rapport de force, d'héritage, de capital qui se transmet. Hein, c'est ça l'héritage d'ailleurs. Donc du coup, ils oublient en fait que non, on n'est pas à toute force égale. On est peut-être à liberté égale si tu veux, sauf que en fait quand il y en a un qui a des moyens phénoménaux, il peut faire 10 fois plus en fait, il peut faire 100 fois plus, il peut faire 1000 fois plus, et sans que ça lui coûte quoi que ce soit, alors qu'en face la personne peut essayer de faire un tout petit truc et que ça lui coûte énormément au vu de ses ressources. Donc bon, encore une fois, les droitos, les rapports de force, tout ça c'est incroyable, mais bon, bref, c'est pas comme si c'était des penseurs et des économistes. Donc du coup, c'est pas comme si c'était des personnes dont c'était littéralement le travail de comprendre ces mécaniques-là. Bref. Donc je reprends, pardon. Si le socialisme, écrivait 10 ans plus tard Peter Drucker, se définit comme la propriété des moyens de production pour les travailleurs, alors les États-Unis sont le premier pays véritablement socialiste. Par l'intermédiaire de leurs fonds de pension, les salariés des entreprises américaines détiennent en effet aujourd'hui au moins 25% de leurs propres fonds, ce qui est plus que suffisant pour exercer un contrôle. Voilà, c'est ça la citation complète, hein, parce que je me suis arrêté en plein milieu de la citation tellement elle était éclatée au sol, mais voilà, la citation complète c'est ça. C'est pas beaucoup mieux, hein, comme je vous ai dit. Ah là là. Non, c'est pas mieux, hein, non, c'est pas mieux. Le paradoxe était stimulant, mais Drucker exagérait sciemment. De l'actionnariat à une telle échelle, reconnaissait Arbrecht, c'est du pouvoir, mais ce pouvoir, rectifie-t-il par avance, ce sont les mandataires des fonds de pension qui le détiennent, et pas les salariés eux-mêmes. Oh, étonnant. Nouveau cas, donc, de séparation entre propriété et contrôle. Le managérialisme ajoutait une corde à son arc. Le managérialisme de l'entreprise, se redoublant d'une managérialisation de l'actionnariat. Les problématiques de la responsabilité sociale pouvaient être transposées à ce nouvel étage de l'édifice économique. De qui les gestionnaires des fonds sociaux sont-ils les mandataires ? Les travailleurs ne devraient-ils pas exercer un contrôle sur l'usage que l'on fait de leur salaire différé, etc. Maine connaissait ces textes et prenait la chose au sérieux. Les fonds sociaux, reconnaissait-il en 1962, jouent un rôle bien plus important qu'on ne le réalise habituellement. De telles institutions disposent en effet d'une force de frappe sans pareille, étant donné que la vente d'un large bloc d'actions peut déprécier d'un coup le cours d'un titre sur le marché. Rejetant cependant d'un revers de la main les critiques formulées par Arbrecht, il se bornait à prendre acte du rôle majeur que les fonds de pension
pouvait jouer dans son schéma de contrôle disciplinaire des performances managériales par le marché. Ça, c'est quand même encore une fois un truc incroyable. Bout du ciel. Ouh. Ah. Ça demi-plante. Ça demi-plante. C'est toujours un peu chaotique les alertes. Hein. Des fois ça marche très très bien et des fois non. Alors ça c'est quand même rigolo parce que du coup il y a quand même un économiste qui vient et qui te dit tu vois le gros écueil qui est là devant toi ou pas? Et littéralement le mec répond m'en fous. Je prends pas en compte, je m'en fous. C'est... Ah non mais franchement, hein, être économiste de droite, c'est assez incroyable. Hein. Et bonjour Claire, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, aussi bien que possible en cette belle journée. On est en train de lire un petit peu de sciences humaines et sociales. On fait de la vulgarisation. Et là, on est en train de lire les points de vue d'un économiste de droite qui est un économiste de droite. Voilà, c'est impressionnant. Littéralement, voilà, le pragmatisme. Hein. T'as quelqu'un qui vient et te dit, il y a quand même cette grosse écueil dans ta théorie, et le mec dit vu et s'en fout. Bon. Soit, admettons. Non mais c'est un peu concept quoi, c'est un peu concept, vraiment, c'est... Ouais, économiste de droite sur 20 quoi. C'est... Ouais, à dimanche prochain au bowling, hein. Non mais franchement, ça me fume. Ça me fume, quoi. Ça me fume. Et on notera d'ailleurs que la critique du coup de Arbrecht, elle est loin d'être déconnante en plus, hein, parce que du coup, il met bien en avant que, ok, les gens qui possèdent, ce sont les salariés, etc., mais c'est pas eux qui prennent le pouvoir décisionnel, donc en fait, quand bien même ils possèdent, vu que c'est pas eux qui vont prendre les décisions, bah, c'est pas eux qui ont le pouvoir, quand bien même ils ont la possession. Puisque de fait, ce sont les managers qui sont à ces strates-là qui prennent les décisions, bah, c'est à ce côté-là qu'il faut regarder. Et donc, c'est là-dessus qu'ils parlent du coup du fait que bah, s'ils se mettent d'accord et qu'éventuellement ils ont des accointances, ils peuvent tout à fait faire exprès de vendre donc d'énormes quantités d'actions, ce qui va faire chuter le prix d'une action, ce qui va peu avoir des intérêts pour eux économiques, parce que justement, ils peuvent se faire des accointances et avoir des intérêts à faire tomber telle ou telle entreprise, à faire baisser telle ou telle action, etc. Et vraiment, c'est pertinent. C'est pas genre sorti de son chapeau. Et l'autre économiste qui est là en mode « je m'en fous ». Moi, ma théorie, elle dit que le marché, il s'autorégule et c'est comme ça. C'est... Ah ouais, non, c'est assez incroyable. Et donc, c'est pas lui hein, qui disait que les États-Unis étaient socialistes. Hein. Non, ça va, c'est pas lui, c'est Drucker. Bon, ça fait quand même beaucoup de... Depuis le début du livre, on a lu quand même beaucoup d'économistes qui sont quand même très éclatés. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. Non, franchement, il faut quand même un certain talent. C'est le seul truc que je peux accorder aux droitos, vous voyez, c'est cette capacité qu'ils ont à systématiquement réussir à taper à côté. Faut quand même avouer que c'est un certain niveau, ça impressionne assez. Faut avouer que ça impressionne assez. Franchement, c'est un truc qui est quand même vraiment constant. À chaque fois qu'il y a un bel angle d'attaque qui permettrait de comprendre un truc, à chaque fois, ils passent juste à côté. Parce que ça correspond pas à ce ils veulent mettre en avant. Et vraiment, c'est impressionnant cette capacité à nier, mais des réalités pourtant qui sont démontrées, qui sont travaillées par d'autres gens. Et globalement, on retombe à chaque fois sur des mécaniques équivalentes à celles que vient de mettre Mann en avant, hein, devant nos yeux. C'est vu et s'en tape. Ah non, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Bonjour Iving Bell, j'espère que tu vas bien. C'est pour vous faire un équivalent. Admettons qu'on parle de médecin. C'est comme si tu as un médecin qui est en train de faire une opération. Un truc super grave, super touchy. Puis t'as un collègue qui dit attention là, t'as coupé où il fallait pas, et que le chirurgien lui répond vu et s'en tape, et il rebouche. TKT, ça passe. Genre non, on fait pas ça en fait. Ça marche pas. Ça va pas fonctionner. Si t'as fait un trou là où il fallait pas, si t'as pas refermé un endroit où il fallait, ça va pas bien marcher quoi. C'est... Ça va pas marcher. Et c'est pas parce que t'as décidé que si ça va marcher que ça va marcher. Hein, vraiment non.
Et on est sur ce niveau-là. Les économistes, ils sont là, ils font des opérations à cœur ouvert, mais ils oublient de refermer le torse. Et puis, non, mais ça va, c'est bon. Vous êtes soigné, vous pouvez partir au travail. Quoi? Plaît-il? Oh, quel enfer, quel enfer. Bon, je reprends, pardon. J'ai fait une aparté, mais en même temps, voilà. Maine et ses collègues ne se contentaient pas de réfuter les thèses managérialistes en mettant en évidence l'existence de contre-mécanismes. Ils militaient aussi très activement pour leur intensification. Enfin, que l'effet des spinaires du marché pour le contrôle puisse fonctionner à plein, il était absolument nécessaire de déréguler les marchés boursiers, d'en finir notamment avec les législations antitrust qui limitaient les opérations de rachat hostile. C'est-à-dire que non seulement ils disent pas vu et s'en fout, mais en plus, les mecs sont derrière à dire non mais on a raison et il faut y aller à 200%. Mais on est en train de foncer droit dans le mur. Oui, et il faut y aller encore plus vite. Il faut y aller à donf. Tu mets toutes les fusées, tu mets tous les moteurs en marche, on y va mais à 200% de vitesse. Allez, go, go, go. Mais on va se manger le mur. Non mais j'y crois. Vas-y, ça passe. Ah là là. Ah là là. Par contre, il y a Brandy qui vient de revenir et qui se prépare à faire des conneries. Tu prépares à faire des conneries, hein? Oh, tu prépares à faire des conneries. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, t'es trop belle, ma fille. Oh là là. Oh là là, t'es trop belle. Oh, t'es trop belle. Moi, j'ai t'aime, ma fille. Et plus, des bisous, Solaris. Oh là 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 là. Attendez, je vais vous remettre la 4 cam. Parce que du coup, Brandy est revenu. Potichat. Potichat, potichat, potichat. On est comment là? Ah, presque dessus. Presque dessus. Voilà. Je vous laisse profiter de la Brandy mignonne. Oui, t'es trop belle, ma fille. Je reprends. Les théories de l'agence sont à la fois explicatives et prescriptives. Oh, bah ça aussi, ça c'est quelque chose, tiens. Juste pour information, je le redis à chaque fois qu'on fait un petit peu de lecture de sciences humaines et sociales et qu'on tombe sur un truc comme ça. Prescriptive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prescrit. Autrement dit que la théorie, le développement scientifique, la théorie qu'on a scientifique, sert à non pas à observer le réel, à essayer d'en conclure quelque chose en observant le réel, elle sert à dire que le réel doit être comme ça. Il faut qu'on fonctionne comme ça. Il faut faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui ne marche pas en science. On ne fait pas de prescriptif. On ne fait que du descriptif. Dans le contenu de création scientifique, on ne peut pas faire du prescriptif. Parce qu'en fait, la science, ce n'est pas forcer le réel, c'est le comprendre. Donc en fait, on se contente de le décrire, de l'observer et de le décrire. Si à un moment donné, vous avez un Jean-Michel qui vient vous dire que par sa théorie scientifique, il faut faire du prescriptif, réflexe du coup. Si il vous dit qu'il faut faire du prescriptif, c'est qu'il fait pas de la science, il fait de l'idéologie. Il fait purement et simplement de l'idéologie. Les scientifiques ne sont pas là pour vous dire que le monde doit fonctionner comme ça. Ils vous disent que concrètement, on voit, mais a priori le monde fonctionne comme ça. Mais on pense et on observe. On ne dit pas qu'il doit fonctionner comme ça. Ça ne marche pas. Ça, en fait, c'est pas le but de la science. C'est pas le but de la science que de dire ce qu'il faut faire. Sinon, on est sur de la politique, on est sur de l'idéologie, on est sur un rapport de force. Et malheureusement, hein, au passage, la réalité, elle s'en branle royale. L'humanité, ou n'importe quelle espèce, peut tout à fait essayer d'être absolument dans le prescriptif, d'essayer de forcer la réalité à être ce qu'elle veut. Ça ne marchera globalement pas trop. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait, encore une fois. Brandy, s'il te plaît, laisse ma couette. Non, laisse ma couette. Oh, elle est chiante. Elle peut pas s'empêcher d'essayer de défoncer ma couette. C'est un petit peu relou, hein, quand même. C'est un petit peu relou. Je reprends. Elles disent à la fois comment ça fonctionne et comment ça devrait fonctionner. Sauf qu'il y a chez elles, entre ces deux régimes de discours, une contradiction qui n'a pas été assez soulignée. Tandis que d'un côté, sur le versant positif, elle démontre qu'il n'y a pas de réel problème. Hé Brindille, s'il te plaît.
Tandis que d'un côté, sur leur versant positif, elle démontre qu'il n'y a pas de réel problème de désalignement, de l'autre, sur leur versant normatif, elle s'échine à préconiser des solutions pour résoudre ce problème qu'elle nie par ailleurs. Les enthousiastes du laisser-faire, remarque Williamson, font parfois preuve d'une certaine schizophrénie. Lorsqu'ils considèrent les choses à un temps T, ils nient en général l'existence d'une quelconque latitude managériale. Mais dès qu'ils adoptent une perspective à long terme, ils insistent fièrement sur le rôle joué par de nouvelles techniques permettant de soumettre le management à un contrôle plus effectif. En épluchant les statistiques, l'économiste Robert Larner, qui avait entrepris de trancher la question lancinante de la latitude managériale, de façon empirique, ne constata aucun écart significatif entre les performances d'entreprises managériales et propriétaires. Bien que le contrôle soit séparé de la propriété dans la plupart des très grandes entreprises américaines, conclut-il en 1970, les effets sur l'orientation des firmes vers les profits et la prospérité des actionnaires ont été mineurs. L'ampleur des effets considérés est trop faible pour justifier l'attention considérable dont il fait l'objet dans la littérature au cours de ces 38 dernières années. Je faisais référence à la date de publication du livre de Bell et Means. Cela confirmait ce dont les marxistes et les néolibéraux étaient convaincus de longue date, la thèse de l'autonomisation du pouvoir managérial, de son désalignement d'avec les impératifs du profit reposait sur du vent. Ça, c'est quand même très rigolo, parce qu'encore une fois, quand on vient prendre simplement les faits, eh ben ça marche pas. Voilà. Ça fait 40 ans que les bilous, ils sont à ce moment-là en train de dire qu'il faut absolument forcer l'économie à aller dans telle direction, que c'est comme ça qu'il faut que ça marche, qu'il faut faire le libre marché, patati patata, que c'est vraiment la nécessité absolue. Et concrètement, après 40 ans à faire ça, et à notamment étudier des entreprises qui sont vraiment fondamentalement en train de faire ça, on constate qu'il n'y a pas d'effet. Ça ne marche pas, ça ne permet pas d'augmenter les profits. Triste. Et vous savez ce qui est le plus triste là-dedans, c'est qu'ils ont continué quand même, et qu'ils ont même trouvé un truc incroyable. Ils sont arrivés à dire que en fait, si ça ne marchait pas, c'est parce qu'on n'était pas encore allé assez loin. Et oui, parce qu'en fait, apparemment, ils sont arrivés dans le délire, ces économistes-là, que en gros, il y a un moment où le curseur, il passe complètement en fonction, et tant que t'as pas atteint ce certain seuil, en fait, ça marche pas du tout. Donc en fait, leur justification, c'est de dire « Oui, on a fait plein d'efforts pour l'instant, mais en fait, on n'en a pas fait assez, donc ça s'est pas encore déclenché. » Il faut aller encore à fond, parce que c'est seulement une fois qu'on a passé un certain cap que ça se met en marche. Mais tant qu'on n'a pas passé le cap, ça marche pas. Et là, on n'a pas passé le cap du coup. Voilà, donc ça marche pas. Ouais, c'est leur justification pour dire que ça marche pas. Alors que littéralement, toutes les données montrent que non, c'est pas fonctionnel. Ouais. Ah non mais franchement c'est quelque chose d'être économiste de droite. Hein. Non mais franchement il y a un certain niveau quand même. Hein. Moi ce que je trouve incroyable quand même finalement, si on prend un peu le temps d'y réfléchir, hein, c'est quand même un peu les plus beaux rêveurs que la Terre ait portés. Ils ont cette capacité à continuer à croire en leurs rêves, envers et contre tout, alors même que la réalité vient leur matraquer la tronche, que non, ça ne marche pas, que leur rêve, c'est du vent. Ils continuent à s'y accrocher. Finalement, c'est un peu Disney. C'est les rêves, mais nuls. Voilà. Brindy qui est en train de foutre le sbull, encore une fois. Ça me fume. Alors, vous avez Monsieur Chat qui est tout gentil. Regardez. Monsieur Chat qui est venu s'installer. Voilà. Donc je vais rester avec la caméra sur Monsieur Chat parce que Monsieur Chat il est mignon. Et vous avez Brindy qui est en train de foutre le sbull dans le reste du lit. Ça me rend triste. Bon, je reprends la lecture sur nos petits rêveurs. Le programme de Maine et consorts n'en fut pas moins activement promu. Non pas donc pour régler un problème que l'on savait pertinemment être fantôme, non pas pour réaligner, mais bien plutôt pour suraligner la gestion managériale sur la valeur actionnariale. Et bonjour Enyotna au passage, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, aussi bien que possible. En 1981, Reagan confia la section antitrust du département de la justice à William F. Baxter, un fervent adversaire des lois antitrust, partisan des thèses de Maine sur les vertus du marché pour le contrôle. Ce fut lui qui, mettant en œuvre une nouvelle politique de la concurrence, dérégula les opérations de fusion-acquisition. Ça suffit, hein.
Au cours de la phase de fièvre spéculative qui s'ensuivit, où l'on rachetait des sociétés par raid hostile pour mieux les équarrir et les revendre avec profit, plus d'un quart du top 500 des entreprises américaines firent face à des OPA hostiles et près d'un tiers des grandes sociétés industrielles furent rachetées ou fusionnées. L'hypothétique marché du contrôle de Mann devint ainsi une réalité, et avec lui les conséquences immanquables. Restructuration, licenciement massif, immense violence sociale. Waouh! Incroyable. Incroyable. Ce qui était prévu est arrivé. Qu'est-ce que ça a produit envers et contre tout? Pas de l'efficacité, puisqu'encore une fois, statistiquement, on a vu que ça ne faisait pas de l'efficacité. Brindille. Allez. Ça suffit. Ça suffit. Non. Non. Tu descends. Tu descends du lit. Je veux plus te voir dans le lit, tu fais du sbul. Non, mais, pardon. Mais oui, tout va bien, mon cœur. Eh ben, tu veux pas des gratouilles? Non, je veux pas des gratouilles. Je me suis dit qu'il allait y avoir des gratouilles, mais non. La douche a été prise. J'espère que c'était bien. Surtout à ce prix-là. Mon chat. C'est beau, mon chat. C'était le juste prix, exactement. Du coup, je ne sais plus ce que je disais avec l'interruption chatounesque. Oui, ce qui était prévu est arrivé. Ça n'a pas augmenté les revenus, ça n'a pas augmenté les profits des entreprises. Ça a détruit plein d'entreprises et surtout, ça a foutu des gens à la rue. Incroyable. C'est vraiment, vraiment l'inattendu, quoi. Vraiment l'inattendu. Mais Brindille, Monsieur Chat, Brindille. Non, on se bat pas. Non, mais et les chats qui ont décidé de foutre le sbul pour le live de Vulga. Monsieur Chat. Non. 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 Je vois que t'as envie d'aller l'attaquer. Je te connais. Je te connais, mon grand. Ouais. C'est le sbul. En fait, toutes les 5 secondes, il se retourne pour la regarder parce qu'il a envie de jouer. Monsieur Chat a envie d'aller jouer avec Brindille. Je le vois. Et d'ailleurs, vous voyez que Brindille le voit très bien parce qu'elle est en train de le stalker en mode « Attends, tu vas pas m'attaquer là, hein ? Tu vas pas me foncer dans la gueule quand même, hein ?» Ah là 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 là. Bon, je reprends la lecture. La classe ouvrière américaine, dans ses fractions les plus organisées, les plus syndiquées, celle qui s'était montée, souvenez-vous, si remuante dans la décennie précédente, fut laminée. Combinée à la récession, aux effets de la concurrence internationale, la discipline économique imposée par les marchés boursiers fut bien plus efficace en la matière que toutes les Onion Busters réunies. Dans cette grande course au profit boursier des années 1980, les fonds de pension ne furent pas en reste. L'ironie tragique dans cette affaire, c'est que les fonds spéculatifs qui participaient à mettre sur le carreau des pans entiers de la classe ouvrière américaine provenaient en partie de ses propres revenus, ceux mis de côté pour ses retraites. C'est en se conformant aux intérêts des travailleurs en tant qu'actionnaires que l'on piétinait les intérêts de ces mêmes actionnaires en tant que travailleurs. Illustration de la contradiction centrale du capitalisme en général, du capitalisme fondiste en particulier, celle d'un grand détournement antisocial de la richesse sociale. Et ça, vous voyez, typiquement, c'est pas sans raison que vous avez Grégoire Chavaillot qui dit ça. Parce qu'on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, vous avez un économiste en particulier qui a dit « Attention, les fonds de pension, ok, c'est peut-être le pognon qui vient des travailleurs, mais c'est pas eux qui ont le pouvoir. Ils confient leur thune à une classe sociale de cadres, de managers, qui, eux, utilisent ce pognon. Et utilisent ce pognon pour leur intérêt, puisque notamment, c'est pas le leur. Donc, ils font en sorte d'utiliser cet argent pour que ça devienne leur pognon. Incroyable. Et là, c'est exactement ça qui est mis en avant par la conclusion de Chamaillou. C'est en fait qu'on constate, une fois qu'on a dérégulé ces fameux marchés, que les fonds de pension, donc qui sont principalement tout simplement les thunes produites et mises de côté par les travailleuses, mais utilisées par des cadres, par des managers, des gens sortis d'écoles de commerce qui viennent gérer ces pognons, qui viennent gérer toutes ces thunes, ils utilisent ces fonds-là, ces ressources-là, pour défoncer le marché, pour défoncer les entreprises, et donc défoncer les travailleuses en soi, pour juste l'intérêt de leur classe, à eux de managers, pour juste eux se mettre des thunes.
Et en plus de ça, effectivement, les fonds de pension qui font de l'impérialisme derrière, parce qu'encore une fois, on est dans une société qui est toujours colonisatrice, quand bien même on a libéré les pays ou qu'ils ont obtenu leur liberté à coup de difficultés sans nom et qui continuent de payer après la colonisation. En fait, aujourd'hui encore, nos sociétés fonctionnent en phagocytant totalement, absolument, tout un tas de régions du monde, la grande majeure partie des régions du monde pour les pays occidentaux. Et on continue à être dans un impérialisme absolu, on continue à être dans la colonisation absolue. C'est pas parce qu'on leur a filé un bout de papier qui dit oui, vous êtes libre que les gens sont vraiment libres. Quand vous avez des pays où 90% des entreprises appartiennent à des structures européennes, c'est pas la liberté en fait, toujours pas. Quand vous avez la liberté entre un mauvais choix et un mauvais choix, c'est pas la liberté, c'est toujours dans l'entourloupe, c'est toujours de la merde. Donc bref, mais tout ça est pour dire que la conclusion de Chamaillou, elle est pas sans raison, quoi. Elle est vraiment plutôt propre parce qu'elle montre bien justement le fait que cette classe de population, qui est donc les cadres, les managers, etc., qui sont globalement des populations issues de familles qui sont bien positionnées en général depuis un bon moment, même s'il y a aussi quelques nouvelles familles arrivistes qui ont pu se mettre, mais globalement ce sont des gens qui étaient déjà des classes bourgeoises auparavant, en fait continuent à capter un maximum de thunes et sont arrivés à un système dans lequel en fait ils peuvent d'autant plus piquer les thunes à une plus grande part de la population, et notamment du coup de la population prolo. Enfin bref, joie, fun, tout ça. Je reprends le texte. Dans une série de textes tardifs et inachevés, Marx avait esquissé sa propre théorie de la séparation de la propriété et du contrôle, une version alternative, par anticipation, aux thèses managérialistes ultérieures. Les sociétés par action, notait-il, ont en général la tendance de séparer de plus en plus de fonctions de direction de la possession du capital. L'ancienne figure unitaire du capitaliste producteur éclate. Il y a désormais d'un côté les directeurs non propriétaires et de l'autre les propriétaires d'actions de simples capitalistes d'argent. Dans le même temps, l'ancienne propriété privée individuelle des moyens de production se dédouble en capital social d'une part, en propriété privée des actions d'autre part. Le capital prend alors directement la forme du capital social, le capital d'individus directement associé, par opposition au capital privé, et ces entreprises apparaissent comme des entreprises sociales par opposition aux entreprises privées. C'est le dépassement du capital en tant que propriété privée dans les limites du mode de production capitaliste même. Pour Marx, il y avait là le ferment d'un dépassement des rapports de propriété capitalistes. Capital par action, en tant que forme la plus accomplie, se muant en communisme. Écrivait-il un jour en mode télégraphique à Engels, lui qui, chanceux, n'avait pas besoin de sous-titres. Sauf que la nuance dialectique, dans les limites du mode de production capitaliste même, est très importante. Car si l'on entrevoit déjà le contraire de l'ancienne forme, où les moyens de production sociaux apparaissent comme propriété individuelle, la métamorphose en action reste cependant elle-même encore enfermée dans des bornes capitalistes. La contradiction entre richesse sociale et propriété privée se perpétue en revêtant une nouvelle forme. Mais cette forme, quelle est-elle ? Marx l'identifie à l'occasion de la création en France sous Napoléon III du crédit mobilier, le lointain ancêtre des fonds d'investissement contemporains. On voit naître, analyse-t-il, des sortes de rois de l'industrie, dont la puissance est en raison inverse de leur responsabilité. Ne sont-ils pas uniquement responsables dans la limite de leurs propres actions, alors qu'ils disposent du capital entier de la société ? Ils forment un corps plus ou moins permanent, alors que la masse des actionnaires est soumise à un procès incessant de décomposition et de renouvellement. Pour caractériser ce phénomène, Marx emprunte à Fourier la notion de féodalisme industriel. Mais ce qui a été inventé là, ajoute-t-il, redouble le phénomène, car l'idée nouvelle est de rendre le féodalisme industriel tributaire de la spéculation boursière. Sur la base de ce qu'il y avait à peine eu le temps d'entrevoir, Marx tirait donc de toute autre conclusion que Bell et Mintz après lui. Loin d'entériner le triomphe d'un pouvoir managérial tout-puissant, la forme actionnariale, en même temps qu'elle portait en elle la potentialité d'un dépassement des rapports de propriété capitalistes, étant donné le formidable mouvement de socialisation du capital qu'elle mettait en branle, annonçait pour l'heure, au contraire, sa subordination à d'autres maîtres encore. Pas juste à de nouveaux princes de la finance, gestionnaires centralisant le contrôle de vastes masses socialisées de capital d'argent, mais plus fondamentalement, par eux, à travers eux, au-delà d'eux, à un nouvel étage, boursier, financier, d'un gouvernement par le capital. Bon, ça fait beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce que ça dit là ? En gros, là on revient un petit peu sur Marx et qu'est-ce qu'il racontait. Et en gros, Chamaillou, il vient dire, il y a plein de gens qui comprennent pas Marx.
Voilà, je vais résumer ça à ça, mais en gros, ce qu'il raconte, c'est il y a plein de gens, ils n'ont pas du tout capté ce que disait Marx. Parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'était un peu plus compliqué que TKT, la révolution, le communisme et tout va bien. Bien au contraire. En fait, ce qu'il raconte, c'est que en gros, d'après lui en tout cas, et probablement d'autres personnes qui ont travaillé les écrits de Marx, l'idée c'est que en fait, Marx constatait que par les évolutions qu'on avait, et qu'on a pas mal travaillé là sur ces derniers passages, et ben en fait on constate que on va avoir une révolution dans notre société qu'on a vu, qui est qu'en fait les gens vont posséder des choses, pour autant malgré le fait qu'ils possèdent ces choses, en l'occurrence ces actions, donc en gros les propriétés des entreprises, des structures financières, alors qu'ils ont cette propriété, ils n'en sont pas les personnes qui en ont le pouvoir. Alors que jusqu'à présent, les personnes qui possèdent sont les personnes qui ont le pouvoir sur la chose possédée. Là, ce n'est plus le cas. Tu peux posséder la chose, mais c'est pas toi qui contrôle la chose, quand bien même elle t'appartient. Ce sont donc ces classes-là, managériales, ces classes de cadres supérieurs, qui, elles, vont avoir le pouvoir sur ces choses-là. Alors même que, au contraire, elles ne les possèdent pas. Elles n'ont pas de possession de ce qu'elles gèrent. Pour autant, c'est ces populations-là qui gèrent ça. Et donc, là où beaucoup ont compris, a priori, que TKT, tout va bien, du coup, c'est le pouvoir au peuple, patati patata, parce que tout ça, ça change, et maintenant, les gens vont posséder plein de choses, vont être chacun un petit peu possédant. Ben, en fait, non, pas du tout. Selon lui, et du coup, selon ce qu'il comprend et ce que les gens disent de Marx, en tout cas, les gens dans ce courant-là, c'est non, au contraire, ça va juste rajouter une nouvelle strate dans le monde capitaliste. Parce que tant qu'on vire pas le monde capitaliste, tu peux faire ce que tu veux, finalement, tu feras toujours que dans le cadre du capitalisme. Si tu ne vires pas le capitalisme, si tu t'en débarrasses pas de ce système-là, tu peux essayer de faire toutes les strates du monde, tu peux essayer de faire toutes les transformations que tu veux, ça ne changera rien, tu retomberas toujours systématiquement sur quelque chose qui, de près ou de loin, participe au monde capitaliste, puisque tu le fais dans le cadre d'une société capitaliste. Et donc, ce que dit Chamaillou, c'est, non, en fait, au contraire, ce que disait Marx, c'est que, de manière évidente, on va juste rajouter une nouvelle strate qui va être toujours assujettie aux besoins du capitalisme, avec donc un nouveau pouvoir, etc., mais toujours assujettie aux nécessités des sociétés capitalistes, donc toujours profondément inégalitaires, toujours profondément violentes, toujours profondément pourries à tous les niveaux. C'est pas la fin du capitalisme, c'est juste une nouvelle forme. Et ça, c'est quand même un petit peu rigolo. Hop. Attendez, je réponds juste à quelqu'un. Hop. Voilà. Ça me rappelle les NFT, bizarrement ça, oui. Le capitalisme n'est pas réformable, et donc effectivement là-dessus, moi en tant que moi qui vais parler de ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi notamment je ne crois pas du tout au réformisme au sein du capitalisme. Pour moi c'est absolument absurde. C'est exactement pour la même raison que je suis pas du tout je ne crois pas du tout au réformisme dans nos sociétés en général, et notamment du point de vue politique. Je ne vois pas comment on peut réformer et donc changer des choses dans un système quand c'est le système qui pose problème en fait. À quoi ça sert de faire des modifications dans le système quand c'est le système par ce qu'il est qui pose problème? Tu peux changer tous les rouages du monde que tu veux, tu peux mettre des jantes aluminium avec des reflets verts, ce que tu veux. Si ton engin il marche pas, il peut être pimpé incroyablement magnifique, il marchera toujours pas. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait, le principe des réformes. C'est genre, alors on a une voiture, on a fait du tuning dessus, on a changé la jante, et d'un coup, elle va rouler. Et t'es en mode, bah non, le moteur, il marche pas. Non, mais attends, je vais changer le pneu, et elle va rouler. Oui, mais le moteur ne marche pas. Non, mais attends, je vais changer la couleur de la portière, et ça va marcher. Et toi, t'es là en train de te dire, mais c'est le moteur qui marche pas. C'est le moteur. C'est l'engin à l'intérieur. Tu peux customiser tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Tant que tu t'occupes pas du moteur, ça ne marchera pas. Et vraiment, les économistes, ils sont tout le temps là en train de te dire je pense que là, moi, je vais mettre une petite jante aluminium. Moi, là, je vais mettre une petite baffle pour envoyer du gros son. Oh, moi, je vais changer un petit peu la couleur de la portière ici. Moi, je vais rajouter ici un petit aileron un peu mignon.
Et vraiment, c'est éclaté au sol, quoi. Enfin, t'as envie de dire, mais enfin, vous vous rendez bien compte que le problème principal, c'est que ça roule toujours pas, parce que c'est le moteur, en fait, qui pose problème. Genre, vraiment. Et sachant qu'en plus, les économistes, comme dit Eniotna, ils vont venir te dire, puis la couleur de la portière, ne te plains pas, c'est celle que t'as choisie. Hein. Donc viens pas râler. Hein. Et vraiment, t'es là en mode, mais... Ah oh là là. Ah là 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 là. C'est incroyable. Mais c'est vraiment... je trouve que pour le coup, c'est une bonne analogie, quoi. C'est très très bel ajout d'ailleurs, Eniotna. Hein. Pour le coup, je confirme, c'est un peu ça. Donc bon... Il faudrait clipper ce passage, mais faites-vous plaisir, n'hésitez pas, vous avez la chaîne qui est totalement accessible au niveau du clip, vous le pouvez. Je reprends, nouveau chapitre, ça parlerait à beaucoup de monde, bah vous pouvez, ouais, en vrai oui c'est possible. N'hésitez pas, encore une fois, les clips sont disponibles, vous pouvez faire des clips comme vous le voulez, comme vous le sentez. Vous avez d'ailleurs dans le forum, dans le Discord, vous avez la possibilité de partager les fameux clips justement de la chaîne. Il y a un sujet forum pour ça sur le Discord. Je reprends. Chapitre 8, Catalarchie. Je ne sais pas du tout ce que c'est que la catalarchie. On va découvrir ça. Nous verrons comment le capitaliste exerce son pouvoir de gouvernement sur le travail au moyen du capital, puis le pouvoir du gouvernement du capital sur le capitaliste lui-même. Marx. On avait donc découvert de puissants dispositifs permettant de discipliner les managers, d'arrimer solidement leurs intérêts à ceux des actionnaires, d'inféoder plus encore la gestion des entreprises au marché financier, fût-ce au prix d'une redéfinition drastique de l'efficience économique selon des critères à court terme de la valeur actionnariale. Donc, en gros, le début du chapitre, c'est de nous dire, bon, on a réussi à tout faire rentrer de force en retirant des morceaux et en tapant très 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 fort avec un marteau dans une petite boîte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, mais on a refait la peinture sur la boîte. L'idée est que la société humaine en tant que système dynamique est capable de s'organiser spontanément sans intervention directe par phénomène d'émergence de la même façon qu'une économie de marché libre parvient à définir des prix. Ah d'accord. Si le système ne permet pas d'évoluer, d'être changé, vois-tu des solutions? Bah, pas dans le système. Mais encore une fois, mais ce n'est pas l'anarchie. Non, non, non. Mais encore une fois, le truc, en fait, et là-dessus, moi je vais parler de mes combats politiques, on va dire, de mon militantisme. Le truc, en fait, c'est qu'on est dans des sociétés, et dans des sociétés qui sont très violentes, qui vont nous faire croire, qui vont tout intérêt à nous faire croire qu'on ne peut pas faire sans le système. Or, fondamentalement, c'est faux. C'est pas on ne peut pas faire sans le système ne peut pas faire sans nous. Et c'est pas pareil. Le fait est que on peut changer de système. Bien sûr que ça sera compliqué, bien sûr que ça sera coûteux, bien sûr que ça va changer beaucoup de choses si on change le système. C'est une évidence. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut dire que c'est pas bien. Enfin, si, moi je pense que c'est bien, on va pas se mentir, je pense que c'est bien. Je me permets quand même de garder un avis là-dessus. Encore une fois, je suis militante, c'est pas sans raison, donc voilà. Pour moi, c'est mieux. C'est bien de devoir changer les choses, quand bien même il faudra mettre des privilèges derrière, et il y en aura beaucoup à mettre derrière. Quand bien même on va sûrement voir beaucoup de changements profonds et qui vont poser des soucis, notamment de logistique, etc. Il y aura plein de choses qui vont se poser si on change profondément le système. C'est une évidence. Et ça sera pas simple, ça sera pas cool, ça sera pas fun. Mais encore une fois, je pense que la question, elle est pas est-ce que on fait ça parce que c'est fun, on fait ça parce que c'est nécessaire. Et c'est ça le truc en fait. À l'heure actuelle, nos sociétés ne peuvent pas fonctionner. Elles ne fonctionnent pas. On le voit parce que crise sociale, crise écologique, crise mondiale, on est en train de détruire notre monde, on est en train de détruire nos espèces, on est en train de détruire les espèces animales, végétales, on est en train de détruire tout ce qui nous entoure constamment et chaque jour un peu plus. On est depuis des siècles en train de détruire des pans entiers de civilisation et on continue activement, juste pour l'intérêt de notre continent et globalement des sociétés occidentales. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Ça ne peut pas être acceptable. Ça ne peut pas être quelque chose où on se dit « Ah, bah tant pis pour les autres ». Pour moi, ce n'est pas possible. Pour moi, vraiment, la vision du monde de « après moi le déluge », c'est pas ok. C'est pas possible. Ça, je ne fonctionne pas comme ça et je ne peux pas fonctionner comme ça. Donc, de fait, le système est celui-là, à l'heure actuelle. Il est immonde, il est violent, il est destructeur, il est horrible à tellement de niveaux que ça en est éclaté au sol.
je peux pas accepter qu'il continue. Parce que, encore une fois, c'est notamment en marchant sur les autres, principalement en marchant sur les autres. Et c'est pas possible. Alors effectivement, on peut pas le réformer. Le système ne permettra pas qu'on fasse des améliorations au sein du système. Ce qui laisse qu'une seule possibilité, de le faire tomber, de le détruire totalement, de le mettre en pièces. Et qu'on soit d'accord, en vrai, qu'on s'en occupe pas, tôt ou tard ça arrivera. Je suis convaincu que ça arrivera. La seule question, c'est comment est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver en faisant de la planète Terre un caillou où tout le monde est mort? Ou est-ce que ça sera en ayant un minimum de réflexion et de vision à long terme et en essayant de faire en sorte qu'on détruise un peu moins de trucs et qu'on essaie de survivre ensemble? Mais dans tous les cas, le système il finira par tomber, en fait. Parce que, de fait, il n'est pas viable. On consomme plus que ce que la planète est capable de produire par an. De fait, il y a un moment donné où les stocks ils sont finis. Donc à un moment donné, nique. Voilà, dans tous les cas, il faut bien prendre conscience, et c'est ça en fait le truc qui est un petit peu éclaté pour beaucoup de gens, et notamment pour les économistes de droite, etc. Ils continuent à faire ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Tiens, en fait, t'as vu cette critique? Pas vu, pas lu, s'en fout. Ok, fais l'autruche. Parce que littéralement, c'est ce qu'ils font. Ils font l'autruche. Ils veulent nier, et ils nient activement, toute une part de la réalité. Ils nient une quantité phénoménale de données, de travaux qui sont produits par différents milieux scientifiques. Ils le nient parce que ça ne va pas dans leur sens. Tu peux faire ça ce que tu veux, tu peux faire ça tant que tu veux, mais il y a un moment donné où tu vas le payer. Et on va finir par le payer, et on va tous le payer. C'est le problème d'ailleurs, on va tous le payer. Parce que déjà, à l'heure actuelle, des gens le payent. Des gens le payent déjà, payent constamment. Et le seul truc, c'est qu'en fait, la dette continue d'augmenter. Donc il y a un moment où on va tous devoir payer, et on va tous salement payer. Et il y a un moment, le système ne pourra plus tenir parce qu'il n'y aura plus rien pour le faire tenir. Il n'y aura littéralement plus rien. Malgré tous les rapports de force qui sont pourtant extrêmement disproportionnés et qui permettent encore toujours aujourd'hui de maintenir ça, il y a un moment donné où ça ne sera plus possible. Et ça ne sera pas possible parce que littéralement, tout le monde va se lever en disant stop. Ça ne sera plus possible parce qu'il n'y aura plus de biosphère. Il n'y aura plus de vie. Donc à un moment donné, encore une fois, le système va s'arrêter. C'est ce qui me met très très mal, notamment, et je pense qu'il met très très mal beaucoup de gens, notamment les gens du chat. Ici, on n'est pas sans raison assez nombreux et nombreuses à être en éco-anxiété, parce qu'on constate ça. C'est encore une fois, c'est triste, mais c'est un constat, parce que on en est là. Quand vous avez un monde scientifique qui prévient depuis des plombes et des plombes et des plombes que là, on arrive droit dans le mur, et que vraiment on continue à aller droit dans le mur parce que les personnes qui ont le pouvoir, qui ont efficacement le pouvoir, décident qu'ils en ont rien à foutre parce que après eux le déluge, il y a un moment on pourra plus. Et encore une fois, on pourra pas plus parce que les gens vont se rebeller, ils voudront plus participer. On pourra plus parce qu'il y aura plus personne. Et c'est ultra frustrant, c'est ultra dépressif, désolé, mais on en est là. Et donc du coup, vraiment, moi je reviens sur ça, pour le coup, c'était la question de Eniotna, si le système ne permet pas d'évoluer, d'être changé, vois-tu des solutions? Il y a des solutions. Le problème, c'est quelles solutions? Il y en a. Et il y en a qu'on ne pourra pas éviter. Tôt ou tard, il y en a qu'on ne pourra pas éviter. Parce que de toute manière, ce modèle n'est pas viable. Il ne l'est pas. Fondamentalement, il ne peut pas durer. C'est quoi qu'on fasse, qu'on essaye envers et contre tout de donner toutes nos billes pour que le système continue, il ne peut pas. Donc du coup les solutions, c'est ce que je fais moi notamment aujourd'hui, c'est ce que font plein de gens quand on fait des ads, quand on fait plein de trucs, on essaye de faire différemment, on essaye d'imaginer, on essaye de faire de l'utopie, on essaye de faire plein de trucs. Il n'y a pas de solution unique, là-dessus je suis assez d'accord, il n'y a pas une seule solution envers et contre tout qui sera la solution qu'il faut mettre en place. Je pense qu'il y a plein de solutions, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à tester. Le seul truc qui va se passer, c'est que dans tous les cas, on arrivera à une solution, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. J'espère juste qu'on aura la chance de réussir à faire des solutions où on continuera d'exister. Et tout un tas de trucs autour de nous aussi. Voilà, désolé, encore une fois, je suis pas spécialement dans la joie et la bonne humeur, mais parce que, encore une fois, quand on constate que depuis littéralement un siècle, les scientifiques alertent et que tout le monde s'en branle, au niveau des personnes qui ont le pouvoir de décision, s'entend, voilà. C'est chaud, quoi. Il y a un moment donné où... C'est dur de voir un débouché, c'est dur de voir un moment où on va se dire tiens, on va peut-être avoir une solution ou des solutions qui seront viables pour un plus grand nombre.
A priori, on a des solutions qui se dessinent, mais qui vont pas être très très jouasses. Mais enfin, bref, pardon, je sais pas si c'était le truc le plus adapté, si c'était le genre de choses que tu demandais ou pas comme réponse. Bon, moi je reste convaincu que d'une manière ou d'une autre, on peut essayer de renverser les choses, toujours. Va falloir forcément renverser totalement la vapeur par rapport au système actuel, mais je continue à croire que jusqu'au dernier moment, on a des possibilités d'agir. Je veux pas croire que là, à l'heure actuelle, c'est déjà joué. Voilà. Ça, je peux vous le dire quand même, personnellement, je continue à croire et je continue à être persuadé qu'on n'en est pas arrivé au point où il n'y a plus rien à faire. Pour moi, je suis pas nihiliste, je suis pas dans le fait de me dire que c'est fini, tout est foutu, on va tout scanner quoi qu'on fasse, etc. Non. Je pense que malheureusement, ça fait partie des solutions qui se profilent à l'horizon, voilà, pour mettre fin à ce système-là. Parce qu'on voit bien que les gens continuent à avancer en ligne droite, en accélérant, et qu'ils forcent la majorité du peuple à aller derrière avec. Donc c'est la merde. Mais je continue à croire que on a des possibilités. Et je le vois encore une fois tous les jours quand je vois des choses qui se mettent en place. Quand je vois justement tout un tas de personnes en minorité qui commencent à se réunir, à faire des choses ensemble, à mettre en place des ZAD, etc. Je vois qu'il y a des choses qui se font. Et encore heureux qu'il y a des choses qui se font. Et qui se font depuis un moment. C'est pas spécialement des choses qui se font depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des choses qui se font depuis déjà 50 ans, 70 ans. Il y a des utopies concrètes qui existent à travers le monde où on essaye de faire différemment, où on essaye de construire différemment. Et tant mieux, vraiment, encore une fois, tant mieux. Je continue à croire que on a des possibilités. Je continue à croire que il y a toujours moyen d'essayer de renverser la vapeur. Je continue à me dire que tout n'est pas joué. Quand bien même c'est très 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 mal parti et qu'on n'a pas des paris, on va dire, gagnants, je continue à croire qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours des possibilités. Et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre aux gens, malgré tout le doom que je peux vous transmettre, voilà. Je continue à croire profondément que vous avez, tout autant que moi, des possibilités, des espoirs, et que le futur n'est pas si sombre malgré tout, malgré toute la merde qu'il peut y avoir. Je continue à croire qu'on est ensemble. On est ensemble, on n'est pas seul, et encore une fois, on est quand même nombreux et nombreuses à se rendre compte que la société, elle est pétée, que tout ne va pas du tout, et que il faut qu'on change tout. Et qu'on est de plus en plus à faire ce constat-là. Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on n'a jamais eu autant de mobilisations diverses et variées. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de populations jeunes impliquées dans les causes écologiques, dans les causes politiques, etc. Alors oui, effectivement, ça fait flipper quand on voit la montée du fascisme, ça fait flipper quand on voit tous les problèmes écologiques, oui, ça fait flipper quand on voit tout ce qui ne va pas à différents niveaux et qui est, à raison, extrêmement inquiétant. Pour autant, je continue à le dire et je continue à le croire, on a des moyens d'action, on a des possibilités, on n'est pas seul, on est ensemble. Et oui, c'est flippant, oui, c'est la merde, mais on peut essayer de faire des choses. Et on peut, et non seulement on peut, mais surtout on continue à faire des choses, on continue à essayer. Le rapport de force a beau être éclaté, et les populations qui sont en situation de pouvoir ont beau être extrêmement puissantes, vous avez des possibilités, vous avez des moyens et vous les utilisez au jour le jour. Les gens n'ont pas conscience de tout l'impact que les personnes peuvent avoir les uns sur les autres. Regardez quelqu'un qui en entreprise décide de refuser d'appliquer telle ou telle directive qui est inhumaine, sexiste, etc. Parce qu'il y en a ça, des choses qui arrivent. Il y en a plein des affaires comme ça où on apprend qu'en fait il y a un Jean Billy qui a refusé de mettre en pratique tel ou tel truc qui était discriminant. L'impact est phénoménal. Pourtant, on a l'impression que c'est pas forcément grand-chose, mais pourtant, l'impact est phénoménal. Et notamment dans nos sociétés qui sont en train de se fasciser à puissance 10 000, avoir des gens qui résistent malgré tout, qui le disent malgré tout, mais c'est ultra significatif. Encore une fois, regardez le nombre de populations jeunes qui se mobilisent, qui décident de changer, peu importe ce que dit la société, les emplois qu'il faut faire, etc. Le nombre de jeunes qui disent aujourd'hui rien à foutre. Rien à foutre d'aller là-dessus, c'est de la merde. Non, je vais aller faire autre chose, je vais aller faire des plantes, je vais aller faire une éco-ferme, je vais aller faire ceci, cela, je vais aller me mobiliser pour l'écologie, etc. Il y en a plein. Et c'est super bien. C'est quand même grave bien. Et il faut le garder en tête. Et vraiment, je pense que les gens n'ont pas conscience aujourd'hui qu'il y a du positif à plein de niveaux. Et on continue d'en faire.
Oui, encore une fois, le rapport de force est éclaté au sol. Oui, c'est flippant et oui, c'est pas super optimiste. Mais je continue à croire qu'on a des possibilités. Voilà, c'est le message que j'ai. Cool. Je lurk, désolé, pas les cuillères pour du politique social, même si ton message est giga positif. Ouais, non, y a pas de souci, je comprends, Glitch. Y a aucun problème, hein. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, désolé pour les gens que je fais Doom, etc. Y a absolument aucune nécessité à être là ou à prendre sur vous alors que vous n'êtes pas forcément en état, etc. Il y a vraiment zéro problème. Au contraire, protégez-vous, protégez-vous. Et bonjour Bazar, j'espère que tu vas bien. Je dors que depuis tout à l'heure, ça parle de quoi ici? Eh ben, ça parle de politique, ça parle d'écologie, ça parle de plein de choses. On est en train de faire la vulgarisation de sciences humaines et sociales à la base. On est en train de lire l'incroyable livre La société ingouvernable de Grégoire Chamaillou, et ça se passe bien. On pète un peu un câble sur les économistes de droite qui sont éclatés au sol, mais ils ok quoi. Mais ils ok. On est reparti. Bon courage pour la suite. Nous sommes donc au chapitre 8, la catalarchie. Ceci reçut le doux nom de gouvernance. Nous avons déjà rencontré cette notion. Entre-temps, elle a subi de profonds remaniements. Le terme de gouvernance avait été, on l'a vu, remis au goût du jour dans les années 60 par un discours constitutionnaliste qui l'a mobilisé pour appliquer au gouvernement privé d'entreprise des standards inspirés des principes de gouvernement public. Sous l'influence des théories de l'agence, ce terme se mit, à la fin des années 70, à être utilisé dans une toute autre perspective. Notre approche de la gouvernance d'entreprise, pouvait-on très symptomatiquement écrire à la fin des années 1990, se formule clairement en termes d'agence. En termes d'agence. Nous voulons savoir comment les investisseurs font en sorte que les managers leur rendent leur argent. Excusez-moi, il y a eu un moment où j'ai bugué sur la lecture. Ok. Alors que la première notion de gouvernance d'entreprise servait à poser le problème du pouvoir managérial dans la forme de la politique, la seconde la ressaisissait dans la forme d'une économie conçue de façon particulièrement étriquée. En s'attachant à décrire les instruments internes et externes destinés à discipliner le management des entreprises et à les orienter vers le cours de l'action, résume le sociologue Gérald Davis, la théorie fonctionnaliste de la gouvernance d'entreprise a fourni sa fondation intellectuelle au capitalisme actionnarial. Basculement de la managérialité éthique vers la gouvernementabilité financière. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on constate que alors que certaines théories avaient été utilisées pour décrire et dire « Ah tiens, ça serait peut-être bien !» d'essayer de façonner un petit peu notre monde économique pour que il réponde à des besoins notamment sociaux, à des besoins de société, etc. Et ben en fait les économistes, les néolibéraux, les droitos, ils ont repris ces mêmes théories, mais ils les ont complètement phagocytées et ils en ont fait un truc pour dire alors en fait la société elle doit marcher comme ça pour le bien du capital. Incroyable. Les droitos qui détourneraient des contenus scientifiques, des contenus politiques, etc. pour leur intérêt privé. C'est marrant quand même, hein. C'est quand même marrant, tiens. À croire qu'il y a un pattern qui se répète. Bref, on reprend. La question clé de la gouvernance contemporaine, a-t-on pu dire, est de savoir comment gouverner sans gouvernant. C'est exagéré. Des agents qui s'associent dans le fauteuil pour jouer le rôle de dirigeant, il en faut encore. La vraie question, c'est plutôt de savoir comment gouverner les gouvernants, comment instituer des formes de méta-contrôle telles que, quoi qu'ils aient bien pu vouloir au départ, il n'est pas d'autres options une fois en place que de faire ce qu'ils sont censés faire. C'est ce que Marx appelait le gouvernement de capital. La nouvelle langue contemporaine s'est mise à l'appeler la gouvernance. La gouvernance comme art de gouverner les gouvernants, mécanisme de gouvernement impersonnel des personnes dirigeantes. Si la gouvernance de marché règne, alors les velléités de la gouvernance éthique seront de toute façon impuissantes à réaliser quoi que ce soit de significatif. Nique les gouvernants, oui. Oh non, pitié, pas la novlangue, pas ce mot. Et pourtant... Si l'on insistait tant sur cette idée, c'était surtout, au début, pour conjurer l'alternative. Aux yeux des néolibéraux, en effet, le plus grand danger dont étaient porteuses les exigences d'autogestion et de démocratie économique résidait dans la forme du contrôle qui est ainsi suggéré, un contrôle politique, conscient, finalisé de l'économie. C'est à cela, fondamentalement, qu'il s'opposait l'idéal d'un contrôle par les marchés. Incroyable! Alors en fait, s'ils sont allés investir tout ce champ-là, sématique, toutes ces recherches-là pour les phagocyter, c'est parce qu'ils se sont dit, mais en fait,
en fait, les gens, s'ils commencent à réfléchir et à contrôler ce qu'ils font, à contrôler les entreprises dans lesquelles ils sont, etc., bah, en fait, ils vont arrêter de penser à nous filer des thunes. On va arrêter d'avoir de l'ascendant, on va perdre notre pouvoir, donc il faut absolument pas que ça arrive. Donc en fait, on va phagocyter complètement ce champ thématique-là. On va en faire un truc qui dit qu'il faut surtout continuer à nous laisser le pouvoir à nous. Incroyable. Vraiment, hein, tu vois, plus tu creuses le truc et plus c'est pire en fait. C'est vraiment les mecs qui se disent, mais merde, le peuple va pouvoir avoir un impact, on va pouvoir respecter les besoins sociaux et on va se faire moins de thunes. Ah bah non, hein, c'est pas possible. Hein. Ah non, non, hein, nous on veut continuer à rouler sur les autres, hein. C'est important. Hein. Après, c'est un truc qui est quand même intéressant, c'est de voir le cynisme de la chose. À quel point ces mecs-là sont cyniques. Pour réussir à dire ça, à y croire premier degré, à vraiment croire premier degré que c'est un danger absolu, que la société puisse décider, plutôt pour des raisons éthiques, d'investir, de développer tel ou tel truc. C'est quand même un truc qui est ouf, de se dire vraiment, si la société a besoin de ça, et que du coup elle développe ça, c'est un problème, c'est un danger. Non, il faut qu'on lui dise, nous, qu'est-ce qu'elle doit avoir besoin. C'est à nous de lui dire, t'as besoin de ça ou t'as pas besoin de ça. C'est incroyable. Mais finalement, on retombe sur le champ assez récurrent de réflexion qu'on a aux côtés des politiques, hein, et qu'on a vu notamment avec Lordon, hein, et qui est encore une fois un des gros problèmes que j'ai avec Lordon. C'est vraiment cette vision du... Le peuple, finalement, dans le fond, il est con. Le peuple, il est peut-être plein de bonne volonté, mais il faut pas que le peuple décide. Il faut des dirigeants qui sont là pour dire au peuple quoi faire, quoi penser. C'est important, pour leur propre bien. Voilà, ou un Friot ou plein d'autres gens. Vraiment, y a plein de penseurs, hein, que ce soit de droite ou de gauche, qui sont vraiment dans cette vision. Et étonnamment, hein, ce sont des gens Billy qui sont des gens Billy, comment dire, qui ont une vision du monde qui est à leur avantage, parce que justement, ils sont à l'avantage, qui ne peuvent pas concevoir, finalement, un monde dans lequel ils sont pas en situation d'avantage. C'est vraiment... systématiquement le même truc. Et c'est même pas forcément des sacs à merde travaillistes, même si très généralement ils le sont. C'est le présupposé, il est même pas par rapport au fait qu'il faut travailler pour travailler. On n'est même pas là-dessus. Ils sont très souvent travaillistes, validistes, psychophobes, etc., etc. Et ils le sont effectivement très régulièrement. Mais le présupposé de base, surtout qu'ils ont, c'est il faut pas que le peuple y décide. Il faut que ce soit une élite qui décide. Il faut que ce soit une élite et que ce soit l'élite que moi j'ai choisie qui décide. Et c'est ça qui est vraiment, mais impressionnant à quel point c'est éclaté au sol, parce que c'est systématique. Et vraiment, c'est aussi bien à gauche qu'à droite qu'on constate ce genre de fonctionnement. Quand vous avez aujourd'hui des méluches, c'est exactement la même chose. C'est vraiment exactement la même chose. Un méluche, il vous dit que, grosso merdo, il faut un bon dirigeant, un bon méluche, président. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour le plus grand bien du plus grand nombre. Parce que les gens, en fait, ils sont un peu cons. Les gens, ils sont motivants, les gens, ils ont plein de force, mais surtout, il faut un dirigeant pour, justement, amener les gens dans le bon sens, pour leur propre bien. Et c'est ça qui est ouf, c'est de voir que aussi bien à droite qu'à gauche, c'est le même. C'est la même. Je propose que ce soit les canards qui décident, parce que c'est des animaux choupis, voilà. Non, parce que ça deviendrait l'élite, ça marche pas en fait. Bah non, oui, non, mais en fait, faut pas une élite. En fait, faut arrêter de vouloir une élite à chaque fois, systématiquement. Faut vraiment sortir de ce prisme-là, hein. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je reprends. Nul n'a formulé ce projet de façon plus limpide que Friedrich Hayek. Friedrich Hayek. L'enjeu fondamental portait sur la définition même de l'économie. Étymologiquement, le terme renvoie, on le sait, à loikos, au foyer, à la fois lieu de résidence de la famille et unité de production domestique, typiquement une exploitation agricole. L'économie, originairement, c'est l'art de gouverner laikos, une science du maître, un savoir-faire de la domination qui s'exerce sur l'épouse, sur les enfants, sur les esclaves. Synonymie archaïque entre économie et art de la domination privée. Voilà. Très bien, tout est finalement dit, effectivement. C'est quoi l'économie ? Bah à la base, c'est le modèle patriarcal bien dégueulasse avec l'esclavage et l'adultisme. Ah. Ah. Ok. Du coup, si on met l'économie avant tout le reste, bah c'est de la merde. Ça fait sens finalement, si ça vient de là, ça fait sens.
L'avant-garde éclatée au sol, hein. Oui, oui. Élite en plus, ça finit en hit. Je vous raconte pas les rimes, quoi. Cette vision du monde est sans équivoque dans le texte de l'ordonnance qu'on a lu. Pour les donnants, le fait que la majorité puisse s'organiser, etc. Lordon, il le dit bien, mais c'est vraiment pas le move de gauchiste qu'il croit. Et là, tout est dit. CQFD. Oui, 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 oui. Un canard ferait un meilleur président que Macron? Oui, sûrement. Et pourtant, il faut quand même toujours pas d'élite, même si c'est des canards. Je reprends. C'est avec cette antique notion que Hayek souhaitait, et on le comprend, prendre ses distances. Il lui préfère une autre représentation de l'économie, moins répulsive, bien plus enjouée, que l'on pourrait mieux rendre, selon lui, par le néologisme de katalaxie, forgé à partir d'un terme grec signifiant échange. Par conteste avec l'oikonomia, l'économie au sens strict du terme, au sens où un foyer, une ferme, une entreprise peuvent être appelées des économies, la katalaxie désignera le système de multiples économies en interrelation, constituant l'ordre du marché, ou mieux, l'ordre spontané produit par le marché. Tandis que l'économie se conçoit comme une taxis, un arrangement délibéré, la katalaxie se présente comme un cosmos, un monde, alors que la première est une téléocratie, une unité orientée par une hiérarchie à des fins fixées par un agent central. La seconde est une nomocratie, un ordre où chacun poursuit ses propres fins dans les règles d'un jeu universel. D'un côté, des organisations, de l'autre, des marchés. D'un côté, de l'autorité, de l'autre, de l'échange. D'un côté, de la direction centralisée, de l'autre, de l'autocoordination sans domination apparente. Et là, tout le mot est important, c'est sans domination apparente. D'un côté, des ordres donnés et reçus, de l'ordre, un ordre spontané peuplé d'interactions libres. D'un côté, de l'ordre commandement, de l'ordre, de l'autre, de l'ordre ordonnancement. D'un côté, la tyrannie du maître, de l'autre, la loi de la jungle. Et c'est marrant parce que même là, tu vois que normalement c'est de la merde. C'est-à-dire que même là où tu opposes les deux, tu te rends compte que les deux sont pourris et que les deux sont un mauvais choix. C'est ça qui est ouf en fait. En fait, je pense que c'est ça aussi qui m'étonne toujours. Pas mal de droitos vont avoir ce retour-là aussi, de te dire, en gros, t'as cette mauvaise solution ou t'as cette mauvaise solution. Donc finalement, bah, tu vois que moi, ma mauvaise solution, elle est bien. Et t'es en mode, bah non, les deux sont des mauvaises solutions. Les deux sont de la merde. Mais en fait, le seul intérêt pour un droitos, c'est que la première solution, elle lui convient pas. Alors que la deuxième, elle lui convient, parce qu'il a l'avantage. Et c'est ça, en fait, qu'on constate très régulièrement quand vous écoutez les politiques, c'est qu'ils vont vous proposer deux trucs pourris. Deux trucs pourris par rapport à leur vision des choses, sauf que dans leur vision des choses, il y a un truc qui est pourri parce qu'il est pourri aussi bien pour eux que pour les autres, et dans l'autre, il y a un truc qui est pourri mais que pour toi. Et pour eux, ça leur va très bien. Et c'est ça qui est assez phénoménal, en fait. C'est vraiment de constater qu'ils n'ont aucune capacité à voir les rapports de force, et juste à se rendre compte que là, vous êtes en train de proposer deux trucs qui sont nuls. Deux trucs qui sont nuls alors qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait faire qui sont vachement mieux. Mais non. Mais non. Parce que la loi de la jungle, c'est pas quelque chose de bien. La loi de la jungle, c'est quelque chose de bien quand tu es le dominant. La loi de la jungle, c'est pratique quand c'est toi le plus fort. Et les économistes, les droitos, globalement les penseurs économistes, les penseurs qui sont des cadres politiques, etc., ce sont les dominants, ce sont les forts dans cette jungle. Bien sûr que pour eux, ça a tout intérêt de mettre en place ce genre de structure, puisque la jungle, elle est bien pour eux. Et effectivement, c'est la loi de la jungle dans ce contexte-là, pas la jungle, la véritable jungle, la nature, tout ça. Non, parce qu'effectivement, ça n'a encore rien à voir, parce qu'en fait, c'est une symbiose et que ils sont à 10 milieux de pouvoir comprendre le principe de symbiose. Mais bon, ça, c'est autre chose, hein. Encore une fois, ils en sont tellement loin de comprendre vraiment de quoi ils parlent que bon. Bref. Encore une fois, c'est comme si on demandait à des économistes de comprendre vraiment comment fonctionnaient les économies et pas comment ils voudraient qu'elles fonctionnent. Donc bon. Mais si on fait une analogie, du coup, si on part du principe que les économistes étaient des ethnologues, étaient des biologistes, etc., donc toutes ces professions qui étudient la nature, qui étudient les fonctionnements sociaux, etc., voilà, vraiment. Si on faisait un parallèle, on aurait globalement des biologistes qui nous diraient « Moi, je veux que la jungle, elle fonctionne comme ça. Donc, je vais aller dans la jungle avec toute une équipe et on va bazarder tout ce qui, dans la nature, ne correspond pas au schéma que moi j'ai établi, qui devait être le schéma de la jungle. »
Et c'est ça qui est ouf en fait, c'est de voir qu'ils ne voient pas la contradiction. Genre vraiment, les mecs sont en train de te dire il faut forcément que ça fonctionne comme ça et tout ce qui ne permet pas de ça fonctionner comme ça, on va le casser, on va le détruire. Si on fait une comparaison avec une autre profession scientifique, si on prend encore une fois par exemple des biologistes, c'est comme si tu avais tout un groupe de biologistes qui venaient avec des machettes pour défoncer toutes les plantes qui rentrent pas dans le schéma qu'ils ont prévu que la jungle devait fonctionner comme ça, qui étaient là pour chasser et bracoder toutes les bestioles qui rentrent pas dans le schéma qu'ils ont dit que c'était comme ça que la jungle fonctionnait, etc., etc. Et à la fin, vous obtiendrez quoi ? Vous obtiendrez un truc qui fonctionne pas. Vous aurez une jungle qui sera en train de crever parce que la symbiose aura été brisée. Incroyable. Inattendu finalement. Donc vraiment, c'est ça qui est assez exceptionnel et assez constant. Je le dis depuis le début de la lecture du livre, mais c'est constant de voir que c'est à chaque fois le même mécanisme qui se met en place. Et à chaque fois, ils sont à 200% dedans, en mode te. Moi j'ai dit que ça devait marcher comme ça, donc ça fonctionnera comme ça, envers et contre tout. Ok. Ça marchera toujours pas comme ça, et on voit que les années passent et que ça marche toujours pas comme ça, mais d'accord, ok, allez. Je pars faire des courses et prendre à manger, soyez sage, sinon vous avez perdu. Oh wait, oh non, t'es pas gentil Solaris. Mais bonne course à toi, bon courage, j'espère que ça se passera bien dehors. Je reprends. Dans la vision néolibérale de l'histoire, Catalaxia remplace et écrase Oikonomia. Le modèle de marché se substitue au modèle du foyer. Entre le monde d'Aristote et celui d'aujourd'hui, l'ancien paradigme de l'économie, celui de la subordination à un maître, aurait cédé la place au modèle de l'échange économique, la catalactique. En réalité, cependant, l'une n'a pas évincé l'autre, mais se l'est subordonnée. Oh, incroyable. En fait, ils n'ont rien révolutionné et c'était inattendu, bien sûr. Incroyable. Subsumption de l'oikonomia. Alors, subsumption, j'avoue que je connaissais pas ce mot, mais je crois que du coup ça veut dire que c'est subordonné, quoi, tout simplement, vu le sens de la phrase. Subsumption de l'oikonomia à la catalaxia du gouvernement privé du maître de l'ordre cosmique des marchés. Mais ce faisant, la catalaxie franchit un cap. Elle devient autre chose. Elle s'est muée, pourrait-on dire, en adjoignant un autre néologisme à la terminologie hayekienne, en catalarchie, un nouveau régime de gouvernement à concevoir comme un gouvernement des gouvernants par les marchés. Le marché du contrôle théorisé par Main répond au problème des coûts de détection et de police, thématisés par les théories de l'agence. Ce qu'il leur a fallu mettre en œuvre pour un laborieux travail de supervision directe s'accomplit tout seul au titre d'effets secondaires de la spéculation. Qui contrôle les managers ? Sur le marché, personne, aucun actionnaire en particulier. Ce contrôle de second niveau s'exerce sur un tout autre monde, opposé au premier. Non pas personnel, mais impersonnel. Non pas direct, mais indirect. Non pas conscient, mais inconscient. Non pas intentionnel, mais automatique. Toute déviation par rapport à l'étalon de la valeur actionnariale entraînera instantanément une réaction défavorable impactant le cours de l'action. À terme, si l'on persiste dans cette voie, ce sera l'élimination de l'équipe dirigeante. La sanction étant intégrée au fonctionnement du marché, la valeur actionnariale n'est plus alors qu'une simple norme idéologique, mais aussi autre chose, l'opérateur d'une mesure de police à déclenchement automatique. Donc ça, encore une fois, c'est le présupposé qu'ils ont. Ça c'est le présupposé qu'ils ont, c'est que le cours des actions est fortement impacté, forcément en corrélation avec l'efficacité de l'entreprise, et l'efficacité de l'entreprise est directement reliée à l'efficacité de l'équipe dirigeante. Donc déjà, en fait, ça fait beaucoup de supposés. Ça fait beaucoup de supposés à chaque fois, à chaque étape. Parce que, notamment, incroyablement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des études statistiques qui ont été faites qui ont démontré que, en fait, factuellement, incroyablement, on ne constate pas, malgré les différentes méthodes de management mises en place, et notamment quand elles suivent ça, on ne constate pas de changement de l'efficacité d'une entreprise en fonction d'un type de management particulier ou l'autre. Ça ne change pas. Alors évidemment, quand je dis d'un type de management, qui sont dans ces cadres-là, qui sont dans ces cadres néolibéraux, où le management se fait par action, etc. etc., etc. Si on part sur des managements beaucoup plus larges, on peut constater un changement profond. On voit une beaucoup plus grande efficacité des entreprises qui, incroyablement, font de l'autodétermination. Incroyable. En fait, quand les travailleuses sont responsables de comment est-ce qu'on fait marcher les entreprises, étonnamment, les entreprises sont plus efficaces. Pourquoi ? On se demande bien. En fait, non, parce qu'on a fait des recherches pour l'étudier. Et en fait, les recherches montrent que concrètement, en gros, une entreprise qui est directement dirigée, co-dirigée par les travailleuses, en fait, les gens déjà sont plus motivés parce qu'ils sont
part décisionnelle dedans. Donc ils sont beaucoup plus investis. Comme ils sont beaucoup plus investis, ils s'y donnent beaucoup plus. Incroyablement, mais rien que ça, déjà, ça change des choses. Ensuite, comme du coup, ce sont les personnes qui travaillent, qui font les tâches, qui prennent les décisions aussi, dans ce type d'entreprise, et bien du coup, incroyablement, ils sont beaucoup plus réactifs au changement. C'est-à-dire que s'il y a un besoin de changer quelque chose, et ben ils le font en fait. Il n'y a pas une inertie phénoménale parce qu'il faudrait que d'abord l'équipe dirigeante soit d'accord, soit au courant du problème, soit d'accord, mette en place des trucs en plus qu'ils valident, qu'ils pensent bien, etc. Donc en fait, une entreprise est beaucoup plus flexible quand elle est directement dirigée par les travailleuses. Oh, incroyable. Et donc on voit effectivement qu'il y a des changements. Mais dans le paradigme des droitos, qui disent il faudrait qu'on dirige plutôt comme ça que plutôt comme ça, avec ce bâton plutôt ici que le bâton ici, etc. On constate incroyablement que statistiquement, il n'y a strictement aucune différence au niveau du retour sur l'efficacité. Il y a aucune différence, en fait. Les différences sont mineures, sont tellement mineures qu'elles ne peuvent pas être significatives. Quoi ? On ne doit pas faire de RU pour décider de l'heure de la rue ? Non. Coucou James, bonjour quiconque, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. J'ai vu le marqueur de fin de VOD, je vais juste finir le passage où on est. Attendez, je suis où ? Là. Au marché boursier est associé un certain mode de véridication qui évalue les activités productives selon la métrique unique des performances financières. Mais cette production de vérité est aussi l'instrument d'une technologie de gouvernement, des conduites. La variation du prix de l'action étant censée fournir une information sur les performances du management. Chacun peut réagir en conséquence. C'est ainsi que les signaux envoyés par le marché du travail managérial et le marché des capitaux disciplinent les managers. Les indicateurs boursiers portent bien leur nom. Ce sont des indices. Dans cette apologie rénovée de l'économie de marché, le primat de la valeur actionnariale est encensé comme un principe de métagouvernement catalarchique, efficient, dogme d'une nouvelle foi, où le nomos du marché convertirait spontanément le chaos capitaliste en régularité ordonnée. La véritable raison d'être de la bourse et du profit, son ultime justification, écrivait le néolibéral français Henri Lepage en 1980, est d'abord et avant tout d'être un instrument de régulation sociale. La légitimité sociale du profit capitaliste, affirmait-il, se fonde sur les principes de régulation cybernétique de l'économie de marché. Ok, bon courage pour ton rendez-vous et ton petit-déj. Et voilà, fin de partie du coup. On continuera, je pense, une prochaine fois parce que je commence à avoir un peu de dissociation et du coup j'ai des flashs lumineux qui sont très désagréables. Petite fougère de YouTube, encore une fois une lecture intéressante. C'est vachement cool. C'est vachement cool. Bon, on hallucine quand même toujours beaucoup sur l'incroyable capacité des droitos et des économistes à vraiment sciemment vouloir fermer les yeux sur tout un tas de trucs. Enfin, vraiment, on voit qu'il y a un travail, mais conscient, de nier toute une part de la réalité et vraiment à estimer que parce qu'ils ont décidé, la société fonctionnera comme ça. Mais finalement, d'un point de vue purement psychologie sociale notamment là, c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est assez significatif. Les personnes qui sont ces universitaires, qui sont ces experts, qui sont ces personnes qui vont produire ces connaissances, on va dire économiques, etc., ce sont des personnes qui sont très largement en situation de domination. Ce sont très régulièrement des mecs cis, blancs, hétéros, valides, etc., occidentaux évidemment. Et donc on constate que finalement, c'est assez récurrent de ce modèle de fonctionnement-là. On sait avoir des énormes impacts dans nos sociétés, notamment à cause du fait qu'on est dans des sociétés patriarcales, qu'on est dans des sociétés racistes, etc. On sait que c'est typiquement ces personnes-là qui sont dans des situations où la société globalement roule tellement dans leur sens qu'ils ne s'attendent pas à ce que ça ne marche pas que comme autrement qu'ils ont décidé que ça marche. Et donc on voit que finalement quand ils essaient de produire des connaissances scientifiques, ils font la même chose, ils se comportent de la même manière. Ils s'attendent, ils partent du principe que forcément ça va aller dans le sens qu'ils ont décidé d'aller. Ils veulent aller dans ce sens-là, donc ça va aller dans ce sens-là. Point. C'est comme ça. Ils savent, voyons, puisque ça a toujours marché comme ça pour eux jusqu'à présent. Et c'est ça qui est assez ouf, c'est de voir vraiment cette capacité qui est transposée, parce que c'est quand même une capacité malgré tout, c'est une confiance, mais immodérée en est-le. C'est ça qui est ouf, vraiment, vous savez, on a beaucoup cette petite critique
notamment dans les milieux féministes, etc., où on dit que parfois on aimerait bien avoir la confiance d'un mec cis, blanc, hétéro, valide, etc. Parce que vraiment la confiance de ce type de personne qui est en situation d'avantage à tellement de niveaux, elle est phénoménale. Alors évidemment, il y a toujours des différences individuelles. Là, on parle encore une fois de système, hein, on est sur du systémique, mais on constate que globalement, la plupart des personnes qui correspondent à toutes ces notions-là, très généralement, est tellement à l'avantage qu'ils ont une confiance immodérée en leurs capacités. Et qui fait qu'on peut constater, par exemple, des comportements misogynes où on va avoir un Jean Billy qui va vous dire « Ah, mais moi, tel athlète, en désignant une meuf qui a passé à peu près 20 ans, 15 ans de sa vie à s'entraîner à faire un sport particulier tous les jours, qui a donc faim et qui est une des athlètes mondiales, va te dire non mais moi franchement je fais un match contre elle, je gagne, alors que le mec il a pas touché une raquette de tennis depuis 15 ans, que éventuellement il fait un peu de tennis une fois par mois, et encore quoi. On est sur ce niveau-là. Il y a vraiment une confiance immodérée en leur capacité, alors que littéralement, la nature entière montre que non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas fonctionnel. Non. Non. Mais il y a vraiment ce comportement-là. Et en fait, on voit que c'est pareil là, dans la production de contenu scientifique par des économistes. C'est globalement surtout ce genre de profil, et ils ont la même confiance immodérée en ce qu'ils disent. Et ce qui leur enfin, quand même, normalement, t'es censé te dire, il y a un truc qui va pas. Hein. On est vraiment sur un moment où ces gens se disent, la nature dit un truc, mais j'ai tellement confiance en moi que je vais dire que la nature, elle doit fonctionner comme ça. Genre, l'univers a tort. L'univers doit s'aligner sur ce que je dis que l'univers doit faire. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable, parce qu'on est limite sur, vraiment concrètement ça qui est dit. Hein. Le moment où vous avez des critiques qui viennent et qui disent alors t'as quand même vu cet énorme angle mort, cet énorme écueil et qui va produire tel truc, et on constate que ça produit tel truc, et que littéralement les économistes répondent je m'en fous. Ah ouais, certes, ok. Leur cerveau a besoin de rationaliser les privilèges qu'ils ont pour ne pas l'injustice. Il doit y avoir un truc cassé dedans. Pour ne pas avoir justifié la justice atroce, pour ne pas voir peut-être, pour ne pas réaliser l'injustice atroce que c'est. Et s'estimer meilleur, ça permet de justifier, doubler du gonflement d'ego. C'est juste parfait pour leur cerveau. Ouais. Faire un parallèle avec la philosophie humaniste des Lumières. Pas moi, hein, non. Oui. Dans Civ 6, il y a une citation qui est dans ce genre de mood. Bah ouais. Bref, petite fougère de YouTube, cette fois-ci c'est fini. Des bisous et à très bientôt pour la suite des lectures de sciences humaines et sociales.